Normalement, le but en fait de cette CMP, c'est trouver un consensus pour que la loi soit votée après le camouflet qu'a connu Gérald Darmanin et la motion de rejet votée la semaine dernière. Alors, pour sauver le texte, l'exécutif négocie avec les Républicains. Les LR défendent la version durcie du texte avec la suppression de l'AME, par exemple au Sénat. Il y a déjà eu des pré-discussions ce week-end entre les macronistes, l'exécutif et le Parti des Républicains. Aujourd'hui, manifestement, a été écrit sous la dictée d'Éric Ciotti dans le bureau du Premier ministre au mépris de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté de la CMP et des deux assemblées parlementaires. Le débat se fait sans nous. Alors nous assistons hébétés, impuissants, à la destruction de tout ce en quoi nous croyons. L'acquis du Conseil national de la résistance, le préambule de 46, le droit d'asile, le droit des étrangers à vivre sur notre sol, le regroupement familial, l'universalité des prestations sociales. Voilà, tout cela est en train de voler en éclats ce soir. C'est un jour un peu grave pour la démocratie dans notre pays. Vous avez une majorité relative qui va accepter de représenter demain au Parlement, si la CMP est adoptée, un texte qui est totalement identifiable à la préférence nationale. Je pèse mes mots. Bon, le gouvernement a cédé sur tout et a surtout cédé. Voilà, on a l'impression que LR est en majorité relative ici et que Renaissance est désormais sa force d'appoint. On attend sans doute dans quelques instants la nomination de M. Retailleau à Matignon ou de M. Ciotti. Que sais-je encore, voilà. Il y a quelques jours, Jordan Bardella se disait disponible pour aller à Matignon. Je crois qu'il n'en a pas besoin puisque Mme Borne, ont-elles d'ailleurs fait le travail à sa place en reprenant dans le programme, dans la loi de la République, des pans entiers du programme de Marine Le Pen. C'est un jour extrêmement triste et sombre. Maintenant, il s'agit de savoir s'il demeure dans cette majorité des femmes et des hommes qui se souviennent qu'en 2017 et en 2022, nos voix se sont mêlées aux leurs pour faire obstacle à l'extrême droite, à Marine Le Pen et à ses thèses. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186. L'Assemblée nationale a adopté. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions certes pas assez sévères à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Les masques de la prétention de la bourgeoisie à incarner cette espèce d'alternative progressive sont enfin tombés et on peut enfin voir que la fascisation en cours dans ce pays est portée par le pouvoir du fait de ces politiques. Et là, l'alignement est clair, puisqu'on a un alignement, 50 nuances de FAF à l'intérieur de la droite française, entre la droite, les Républicains, la droite du Rassemblement national et la droite LREM. Je voudrais rappeler de quoi on parle en fait. On parle de la vie, de la survie de milliers de personnes. Tout ça ne va rien apporter de bon au pays. Tout ça ne va rien apporter de bon aux Français et aux Françaises. Personne n'en tirera de bénéfice, sauf l'extrême droite, qui effectivement jubile, parce que nous avons la Macronie qui est en train d'appliquer une bonne partie de son programme. Solidarité avec les sans-papiers. Ils ont reculé sur encore plus de points que ce qu'on pensait imaginable, y compris des choses qui sont de l'ordre de la survie des gens, c'est-à-dire le 115 n'accepterait plus de personnes qui n'ont pas de titre de séjour régulier. Mais vous imaginez déjà que les 115 sont saturés et laissent les gens crever dans la rue de froid, encore là aujourd'hui en France. Vous imaginez là cet hiver ce qui va se passer pour toutes les personnes migrantes sans papier qui se retrouvent en France et qui n'auront pas le droit d'être hébergées. On est sur une catastrophe humanitaire de grande ampleur si cette loi, elle passe en l'état. On pense à tous les étudiants qui vont se retrouver sans allocation, sans aide de rien du tout, déjà qui n'arrivent pas à manger correctement à leur faim. C'est inacceptable. Je pense qu'il faut réfléchir à où est le mouvement ouvrier et où sont ses directions dans cette situation. J'entendais Sophie Binet ce matin qui disait que l'immigration était une chance pour la France. Je suis d'accord avec elle, mais il aurait peut-être fallu le dire plus tôt, plus fort
Et il y avait une manifestation le 18 décembre. C'était l'occasion d'appeler l'ensemble des secteurs du mouvement ouvrier, des organisations syndicales, des organisations politiques à descendre dans la rue. Et sur le terrain de la gauche institutionnelle, pour moi, c'est la même chose. On ne peut pas renvoyer l'alternative aux calendes grecques, aux prochaines élections, en disant quand ce sera nous, on retirera la loi. Aussi, en début de semaine dernière, on a eu la sortie du complément d'enquête sur Gérard Depardieu, dans lequel on a pu apprendre quelque chose qui nous a tous vraiment tellement surpris. Vraiment que Gérard Depardieu, a priori, n'est pas une personne avec laquelle on veut nécessairement prendre l'ascenseur. Emmanuel Macron a avoué son admiration pour Gérard Depardieu. Interrogé sur la possibilité de lui retirer sa Légion d'honneur, le président de la République, grand maître de cette prestigieuse récompense, affirme fermement qu'il n'est pas question de lui retirer cet ordre. Mais là, ce qui s'est passé par rapport à Emmanuel Macron et ce qui m'a vraiment choquée, c'est le fait d'opposer la morale et la transgression à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc ça, évidemment que ça relève à la fois de la culture du viol, mais en même temps de la prise en considération plus générale de l'artiste excellent en tant qu'artiste génial qui est en proie aux addictions et qui, en même temps, construit toute sa carrière sur la destruction des femmes. Le 16 décembre, un communiqué de France Diplomatie nous indique qu'un agent qui travaille depuis des années pour la diplomatie française a été tué lors d'un bombardement israélien. Et la France demande de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Et ce genre de formule diplomatique éculée semble aujourd'hui ne pas être à la hauteur de la situation. On rappellera que le 3 novembre également, une frappe israélienne avait touché l'Institut français à Gaza et que la diplomatie française a eu à peu près la même position, toujours demander la lumière. Et pourtant, la lumière est simple. L'armée israélienne et l'État colonial israélien ne respectent pas le droit international, et y compris le droit de la guerre. Les Houthis ont orchestré un coup d'État fin 2014 et ont déposé le gouvernement yéménite qui a dû fuir dans le sud du pays. Et après donc, ce coup d'État militaire de la part des Houthis, eh bien, le mouvement s'est accaparé le nord-ouest du Yémen et administre aujourd'hui illégalement, on va dire, une grande partie du territoire yéménite, là où en tout cas où il y a les plus gros foyers de population. Ce qui est extraordinaire, c'est que 20 000 Palestiniens peuvent mourir à Gaza et on commence à s'en lasser dans les journaux télévisés. Mais que des bateaux qui viennent ravitailler l'économie européenne, ou d'ailleurs l'économie chinoise, puisse être menacé dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans la mer Rouge, ça, comme dirait M. Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain, c'est inacceptable, il faut monter une coalition militaire pour l'empêcher. Ouais, ça donne une idée de notre monde. Si vous voulez, les Houthis, c'est un proto-État, ils sont tout nouveaux. C'est une chose qui sort d'un œuf, et donc ils ont besoin de se créer une légitimité régionale et surtout nationale. Et alors, ils sont très contestés au sein des populations du Nord qu'ils contrôlent d'une main de fer. Ils ne sont pas très populaires parce que les conditions de vie ne se sont pas améliorées. Il y a eu une guerre qui s'est un peu enlisée avec la coalition et les gens en ont marre. Mais alors, donc, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est se trouver un ennemi extérieur et ils ont sauté sur l'occasion du conflit israélo-palestinien. Si la fièvre internationale monte au Proche-Orient, aujourd'hui, ce n'est pas tant à cause de Gaza qu'à cause de la mer Rouge. Et qu'un tout petit acteur comme les Houthis puisse créer une nouvelle ligue d'Augsbourg ou je ne sais quoi pour les mettre hors d'état de nuire, c'est quand même une victoire diplomatique incroyable pour ces Houthis. Petit à petit, les Yéménites, du Nord, les Yéménites Houthis, on pourrait dire se sont radicalisés et ont repris, si vous voulez, l'idéologie iranienne. Alors pas de tous les Iraniens, mais des gardiens de la Révolution, avec des thèmes comme le martyr, s'en prendre évidemment aux Juifs et à Israël, s'en prendre à l'impérialisme américain. Donc ils ont repris tout ça. Je ne pense pas que l'Iran puisse être candidate à la maîtrise du Grand Moyen-Orient. Elle évitera donc la guerre. Et je pense que son intérêt stratégique, c'est d'éviter la guerre. Et je pense que l'intérêt stratégique d'à peu près tous les acteurs, c'est d'éviter
de transformer le conflit israélo-palestinien en un conflit israélo-iranien, avec tout ce que cela peut inclure d'autres États dans une telle appellation. Bon, ceci dit, le propre de la guerre, c'est qu'il y a une part de rationalité et une part d'irrationalité.